Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, Oumar Diop, consultant en finance, Gratien Okindikiza, éditorialiste. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux vendeurs de rue à Harare. Et au Zimbabwe, les vendeurs de rue sont revenus dans la capitale Harare. Un retour risqué car 48 heures avant, le gouvernement leur a intimé l'ordre de libérer les rues de la capitale. Ils sont quelques 20 000 personnes exerçant cette activité, la seule pour l'heure qui leur permet de subvenir aux besoins du quotidien. Ashley Duprat. Ultimatum qui leur a été lancé le samedi 20 janvier. Les vendeurs à la sauvette et autres taxis pirates sont toujours aussi présents dans les rues d'Harare, la capitale du Zimbabwe, au plus grand dam des autorités. Autorités qui notent toutefois une légère amélioration dans les rues de la capitale. Nous avons constaté des améliorations. Le nombre de travailleurs du secteur informel a considérablement diminué. Ils bafouaient la loi, alors ils attendaient juste l'exécution et maintenant l'application est là. En dépit de l'application de la loi, certains vendeurs à la sauvette n'ont d'autre choix que de revenir dans les rues dans l'espoir de subvenir aux besoins de leur famille. Ils nous ont donné un ultimatum de 48 heures pour quitter les rues, mais nous n'allons nulle part. En fait, c'est nous qui leur donnons 48 heures pour nous trouver un emploi afin que nous arrêtions de vendre dans les rues. Le chômage est au cœur de la vie de ces Zimbabwéens. Plus de 90% de la population zimbabwéenne serait en effet au chômage. Ainsi, pour les syndicats des vendeurs, les mesures gouvernementales ne relèveraient pas du fond, mais plutôt de la forme. Les expulsions forcées des commerçants informels ne résoudront pas le problème actuel des ventes et au fond, ça ne fera qu'exacerber ces problèmes. On l'a déjà vu dans les quartiers d'affaires des grandes villes en 2015 où, dans la plupart des cas, les opérations comme celles proposées par le ministre ont abouti à des scènes laides et sanglantes. C'est un bras de fer qui s'annonce entre les vendeurs de rue et le gouvernement. Le gouvernement qui a d'ores et déjà annoncé vouloir faire usage de la force pour déloger ces acteurs économiques opérant dans l'informel, tout en arguant qu'au milieu de la saison des pluies, leurs activités pourraient être à l'origine d'une épidémie de choléra. Makaïla Gebla, le Zimbabwe, c'est actuellement un chômage assez qui a véritablement explosé. On parle de 80 à 90% des Zimbabwéens qui sont sans emploi. Donc, si cette activité informelle continue, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, peu de légitimité, là aussi, pour les autorités de faire respecter cette disposition. Absolument. L'informel s'est installé. Ça me fait rappeler Dakar, ça me fait rappeler Ouaga, ça me fait rappeler la plupart des pays africains où face à la crise, face au problème du chômage, les autorités ne sont pas à mesure de trouver des réponses appropriées. Et le cas zimbabwéen, aujourd'hui, on assiste à un bras de fer, à une confrontation entre la rue et les pouvoirs en place, ce qui est vraiment dommage. C'est que d'un côté, on veut organiser des élections libres et transparentes, de l'autre côté, on n'est pas à mesure effectivement de répondre aux attentes de populations dont le nombre s'élève à 90% de chômage. Et donc le chômage, comme l'a dit Oumar en tant qu'économiste, c'est que le chômage pèse lourdement dans l'économie nationale d'un pays. Et si les autorités ne sont pas à mesure elles-mêmes de prendre à bras le corps cette question du chômage, je pense qu'on n'a pas résolu une partie majeure de la question essentielle des pays africains. Donc je pense que moi, je partage totalement effectivement le point de vue des vendeurs à la sauvette. Je pense que l'un des intervenants a dit on donne nous l'ultimatum de 48 heures au pouvoir, soit de reculer ou bien de nous proposer une solution enviable. Donc je pense que la question reste quand même bloquée et dans les jours à venir, on verra peut-être une descente dans la rue, on verra une manifestation qui pourrait s'emparer de la ville de Zimbabwe. Gratien. Bon, en fait, le pouvoir, c'est un pouvoir toujours dos à nos pieds, doit se rendre compte. Ce sont des conséquences de leur politique, surtout la politique agricole, quand ils ont exproprié les Blancs. Et beaucoup de Zimbabwéens noirs ont perdu leur travail. Et aussi, c'est les conséquences de l'hyperinflation. Donc les Zimbabwéens, ils ont perdu déjà la monnaie zimbabwéenne a été pratiquement abandonnée au profit du dollar. Donc aujourd'hui, ils essaient de se débrouiller. Je pense que le pouvoir, au lieu de commencer à les chasser, pourrait, disons, les encadrer, construire des abris pour qu'ils puissent vendre. Il y a une phase de transition, on ne peut pas tout de suite fermer. S'ils continuent à vendre, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Cela veut dire qu'il y a des affaires, il y a aussi de l'emploi, parce que ce sont des emplois qu'on devrait quantifier, ne pas les laisser dans l'informel. Au contraire, essayer de les encadrer pour qu'ils payent aussi les impôts, pour qu'ils soient dans le système
de la sécurité sociale comme tout le monde. Alors, Oumar Diop, justement, Gratien parle d'encadrement. Alors, on sait que ces vendeurs de rue peuvent parfois vendre même des médicaments ou encore des CD piratés, mais c'est surtout les médicaments qui est quand même, voilà, c'est assez important. Est-ce que, au lieu justement d'interdire, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt encadrer et surveiller? Oui, alors le secteur informel présente beaucoup de risques, ça c'est partout en Afrique, mais moi c'est bien d'assainir les voies publiques, d'encadrer, mais je trouve cette politique pas du tout intelligente parce que c'est leur gagne-pain. 90% des jeunes ne travaillent pas. Si aujourd'hui on les chasse de la rue, ils ne vont jamais quitter la rue parce qu'ils vont revenir dans la rue, c'est soit ils vont devenir des agresseurs et ça va encore créer un autre problème. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas du tout intelligent. On devrait plutôt se baser sur l'encadrement, comme vous avez dit, du secteur informel, parce que le secteur informel, c'est 70% de l'économie africaine. Donc le fait de bancariser cette économie, ça pourrait faire entrer dans les caisses de l'État beaucoup d'argent. Donc ça permet aussi d'emmagasiner beaucoup d'argent. Mais je trouve risqué et dangereux d'exclure les jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ne vont jamais quitter les rues. Je pense que parler d'encadrement, parler de structuration, il faut structurer le secteur informel. Or, ça relève d'une politique nationale. Or, la politique nationale, l'a dit Gratien, c'est que aujourd'hui, on assiste à un résultat d'une succession d'échecs politiques du régime de Mugabe. Donc, je pense qu'au lieu de demander effectivement le départ ou bien de ces vendeurs ambulants, de ces vendeurs il fallait plutôt discuter, dialoguer avec eux et trouver une solution appropriée, consensuelle. La solution consensuelle devrait passer par une entente entre le pouvoir et ces 20 000 vendeurs ambulants. Donc, je pense que la structuration repose comme préalable effectivement dans cette affaire. Ces 20 000 vendeurs, c'est des chefs de famille, c'est des pères de famille. Ils ne vont pas quitter la rue, se retrouver à la maison sans rien faire. Donc, si vraiment le gouvernement veut qu'ils quittent la rue, ils n'ont qu'à trouver autre chose. On va tout droit vers une colère populaire si jamais une solution n'a pas été... Alors, effectivement, entre les vendeurs ambulants et le gouvernement, c'est une histoire quand même assez douloureuse. On se souvient qu'en 2005, une opération qui a d'ailleurs été condamnée par les Nations Unies, voilà, la police anti-émeute avait déployé dans les rues de la capitale des troupes pour chasser justement les vendeurs informels. 700 personnes avaient alors perdu leur logement, etc. Donc là aussi, c'est comme des événements traumatisants pour les vendeurs de rue, une histoire douloureuse. C'est très traumatisant et en plus, justement, ils se préparent aux élections. Il faut que l'ambiance soit bonne, il faut aussi que le peuple aime celui qui est au pouvoir pour espérer arriver au pouvoir. Et en même temps, un pays qui a par exemple 80% de chômeurs, on peut se dire qu'il faut qu'ils regardent, qu'ils lisent ce qui s'est passé aux États-Unis en 1929 avec le New Deal. Ils peuvent faire une politique assez spéciale, de grands travaux lancés. Il y a déjà l'inflation, mais l'inflation en soi va être résorbée après par la production, que les Zimbabwéens produisent beaucoup de choses à consommer avec de l'argent public. L'argent public qui est injecté dans l'économie au lieu disons, de les chasser ou de mettre dans le chômage. Donc ça pourrait être une bonne chose. Moi je dirais que c'est créer un problème supplémentaire par rapport à renforcer, aggraver la tension, la colère populaire. Donc il fallait plutôt aller vers un apaisement de la situation actuelle au Zimbabwe, à Harare surtout. Voilà. Le rapport de Moi je pense qu'au-delà même du cas du Zimbabwe qui est aujourd'hui dramatique par rapport à ces jeunes, c'est d'avoir des politiques structurelles qui sont vraiment adaptées à nos réalités. Ces jeunes aujourd'hui, 90%. Ils n'ont pas de compte bancaire. Moi, je peux même dire qu'il y a certains, ils ont même pas de pièce d'identité, etc. Moi, je pense qu'il faut encadrer tout ça. Il y a une réglementation qui permet aujourd'hui de faire avancer ces jeunes. Même ces jeunes-là, les financements des entreprises africaines, on a toujours l'habitude de se focaliser sur les grandes entreprises, alors que ce qui crée plus d'emplois, c'est les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs. Ces jeunes-là, on peut les proposer quelque chose. Et partout en Afrique, ce n'est pas juste le cas du Zimbabwe. On peut plus concentrer ces financements dans ces cadres-là. Ça permettra d'avoir aussi de la stabilité sociale. Ces jeunes, ils ne vont pas quitter la rue comme ça. Même si on les chasse, ils vont revenir. Ils vont être violents, ils vont casser des voitures, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Prendre le problème de ce côté-là, moi je trouve extrêmement risqué pour le pouvoir actuel sur place. Tout à fait, disait Omar. Je pense qu'on assiste à une détermination de la rue, de ces vendeurs ambulants qui ne veulent pas renoncer, qui ne veulent pas céder à la pression du pouvoir. Donc je pense qu'il va de l'intérêt effectivement des autorités zimbabwéennes
de revenir sur leur position et renoncer, elles aussi, à faire une pression à ce que ces gens de la rue quittent la rue. Donc je pense qu'il faut encore donner la chance à une négociation dans cette affaire. Le commerce de rue, Gratien, c'est une question de survie pour ces Zimbabwéens? Oui, c'est une question de survie. Disons pour le moment, occasionnellement, parce qu'ils espèrent aussi avancer. Il y a beaucoup de gens, il faut dire que les Zimbabwéens sont des gens très instruits. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'instruire. Il y a eu aussi le système, il y avait le système de la Rhodésie, l'ancien, il y avait des colons blancs. Donc il y a eu beaucoup vraiment de gens qui sont très formés, mais qui sont là, qui peuvent être employés dans autre chose. Je dirais même c'est que malheureusement en Afrique, il n'y a pas, disons, de communauté pour qu'on absorbe. Un pays qui a besoin des intellectuels puisse les absorber. Je pense qu'il y aurait beaucoup de Zimbabwéens qui pourraient travailler dans d'autres pays, qui pourraient apporter beaucoup de choses dans des pays qui ont besoin des ingénieurs. Malheureusement, on a beaucoup de pays africains qui ont des coopérants qui viennent de l'Europe pour des financements qui viennent, mais qui repartent avec des compétences inférieures à celles qui sont possédées même par ces Zimbabwéens qui sont des vendeurs de la rue. C'est une occasion gâchée pour le développement de l'Afrique. Je dirais aussi qu'effectivement, il faut développer la coopération sud-sud et revoir, quand on a le cadre des échanges, effectivement, inter-États, renforcer la capacité du Zimbabwe ou bien des pays africains. Mais ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut qu'on s'en inspire des pays, tu as cité le Maroc, qui déjà, dans le cadre de la coopération sud-sud, aide un certain nombre de pays du Sahel. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cette question le plus tôt serait le mieux. Omar Diop. Écoutez, c'est exactement ça. Donc, c'est des politiques structurelles qui sont adaptées. Aujourd'hui, valoriser ce que nous avons sur place, essayer de ces jeunes qui sortent des universités, etc., essayer de leur trouver de l'emploi, leur proposer quelque chose. Donc, il faut vraiment aujourd'hui un dialogue inclusif, des politiques qui sont inclusives, qui peuvent insérer les jeunes. Ces jeunes, aujourd'hui, on ne peut pas les abandonner dans la rue. Ils ne vont jamais quitter la rue. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, si le gouvernement ne recule pas, ils vont finir par devenir des agresseurs. Ça va créer de l'insécurité. Ça va être un autre problème. Ça va créer de l'instabilité. Donc, ces jeunes, il faut les insérer dans la société, sinon c'est un autre problème. Autrement dit, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Voilà. Si on ne fait pas attention. En fait, on doit différencier, en fait, c'est justement ces jeunes-là où ces pays anglophones et le monde, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. En Afrique francophone, beaucoup de jeunes attendent à ce qu'on leur donne du travail, certains des fonctionnaires, d'autres des salariés. Mais en Afrique anglophone, c'est que les gens, les jeunes qui terminent, ils ont l'idée de créer leur propre entreprise, même si c'est une entreprise individuelle. Ils ont besoin juste d'un cadre légal pour être suivis. Ils ont besoin aussi des crédits, des facilités de crédit et un encadrement et une sorte de, disons, de coopérative pour qu'ils se développent. C'est surtout, c'est vraiment très différent par rapport entre les deux Afriques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, par exemple quand on va au Kenya, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises, beaucoup de jeunes qui ne cherchent pas du travail dans la fonction publique, qui ne veulent même pas du travail dans la fonction publique, mais qui veulent faire des affaires. Donc c'est la différence entre ces mentalités. Donc ça rejoint tout à l'heure ce que je disais au niveau des financements des entrepreneurs. Donc, encore une fois, il faut une rupture totale effectivement, dans nos pratiques par rapport aux pays francophones et par rapport aux pays anglophones. Et c'est ça le drame auquel on assiste depuis un certain temps. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat. Makaïla Gebla, journaliste blogueur, Omar Diop, consultant en finance, merci d'avoir accepté notre invitation. Gratien Rukindikiza, merci pour votre éclairage tout au long de cette émission. Merci Zahra, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également pour votre fidélité. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.